La fiancée de mon beau-frère a accaparé toute notre fête de fiançailles pour annoncer sa grossesse toutes les 5 minutes, et elle m'a volé mon prénom de bébé ainsi que le thème culturel de ma chambre d'enfant. Alors, j'ai fini par craquer et je lui ai dit que tout le monde s'en fichait. Maintenant, mes beaux-parents prennent son parti et menacent de me couper les ponts à moins que je ne m'excuse. Je suis une femme de 28 ans et mon partenaire, Robbie, en a 32. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. Robbie m'a demandé en mariage l'année dernière, lors d'un voyage de camping dans les montagnes. C'était simple et privé, exactement comme nous le voulions. Nous nous sommes fiancés en octobre et avons décidé de planifier notre fête de fiançailles pour cet été afin de donner à chacun assez de temps pour organiser son emploi du temps et voyager si nécessaire. Robbie a un frère plus jeune nommé Ryan, qui a 29 ans. Ryan vit sur la côte opposée à la nôtre avec sa fiancée, une femme nommée Lizzie qui a 31 ans. Ryan et Lizzie se sont fiancés environ 4 mois après nous. Ils ont organisé une grande fête de fiançailles dans leur ville en février avec tous leurs amis et les membres de la famille locale. C'était très bien d'après les photos qu'ils ont postées en ligne. Notre fête de fiançailles était prévue pour fin juin. Nous avons loué un grand chalet à la montagne pendant une semaine pour que nos deux familles puissent passer du temps ensemble avant le mariage proprement dit l'année prochaine. Mes parents sont venus de l'étranger. Ma mère n'avait pas pu nous rendre visite depuis presque 3 ans à cause de diverses restrictions de voyage et de son emploi du temps professionnel. Mon père l'accompagnait. J'ai aussi une sœur cadette nommée Olivia, qui a 25 ans, et elle a également fait le voyage. Les parents de Robbie vivent à environ 4 heures de route de chez nous. Son frère Ryan et Lizzie arrivaient par avion de l'autre bout du pays. Le plan était que tout le monde arrive un samedi et passe la semaine à faire des activités ensemble, randonnée, barbecue et détente en famille. La fête de fiançailles proprement dite avec nos amis était prévue pour le samedi suivant dans un bon restaurant de notre ville. Lizzie faisait des commentaires depuis des semaines avant le voyage. Chaque fois que nous parlions à Ryan au téléphone ou dans le groupe familial, Lizzie intervenait pour parler de leur projet. Elle mentionnait sans cesse qu'ils allaient profiter de ce voyage pour commencer à essayer d'avoir un bébé. Elle en parlait constamment. Lors d'un appel vidéo où nous discutions des activités que chacun voulait faire pendant la semaine, Lizzie a interrompu pour dire qu'elle et Ryan auraient besoin d'un peu d'intimité le matin et le soir pour faire un bébé. Elle en riait, mais elle remettait le sujet sur le tapis dans presque chaque conversation. J'ai trouvé cela étrange, mais je n'ai rien dit. Robbie pensait que c'était un peu trop, mais nous nous sommes tous les deux dit qu'elle était simplement excitée par leur projet d'avenir. Sa mère a fait une blague une fois en disant qu'elle espérait que les murs du chalet étaient épais. Tout le monde a ri. 3 jours avant l'arrivée prévue de tout le monde au chalet, Ryan et Lizzie ont pris l'avion pour notre ville afin de passer d'abord quelques jours chez les parents de Robbie. Nous y sommes allés pour dîner avec eux le jeudi soir. Nous étions tous assis au salon après le repas quand Lizzie a soudainement annoncé qu'elle était enceinte. Elle a dit qu'elle avait fait un test le matin même et qu'il était positif. Elle a regardé Ryan et a dit qu'ils allaient avoir un bébé. Les parents de Robbie ont été immédiatement ravis. Sa mère s'est mise à pleurer et les a serrés tous les deux dans ses bras. Son père a serré la main de Ryan et lui a tapoté le dos. Je les ai félicités, et Robbie aussi. Puis Lizzie a dit qu'elle pensait être enceinte d'environ 3 semaines, d'après ses dernières règles. La mère de Robbie a arrêté de sourire autant. Elle a demandé si Lizzie était déjà allée voir un médecin. Lizzie a répondu que non, qu'elle venait juste de faire le test à domicile. La mère de Robbie a alors dit que c'était très tôt et que peut-être il devrait attendre avant de le dire aux gens, le temps de voir un médecin et d'avancer un peu dans la grossesse. Elle essayait d'être douce, mais elle a mentionné qu'il peut se passer beaucoup de choses pendant les premiers mois. Ryan a dit qu'il le savait, mais qu'il voulait le dire à la famille immédiate. Il a précisé qu'il n'en parlerait qu'aux parents et aux frères et sœurs. Lizzie a hoché la tête et a accepté de garder le secret autrement. Le lendemain, c'était vendredi.
Les parents de Robbie avaient invité de la famille élargie pour un déjeuner décontracté avant que tout le monde ne parte pour le chalet le lendemain. Robbie et moi sommes arrivés vers midi. À notre arrivée, Lizzie l'avait déjà dit à la tante de Robbie, à son oncle, à son cousin et à sa grand-mère. Elle était en train de le dire à une autre tante quand nous sommes entrés. Ryan se tenait à côté, l'air mal à l'aise. Plus tard dans l'après-midi, la mère de Robbie a reçu un appel d'une de ses amies pour la féliciter. Apparemment, Lizzie l'avait dit à cette amie aussi. Le vendredi soir, on aurait dit que tout le monde dans la famille élargie de Robbie était au courant. Ryan avait l'air épuisé. À un moment donné, je l'ai entendu dire à Lizzie qu'il s'était mis d'accord pour ne le dire qu'à la famille proche. Elle a balayé l'argument d'un revers de main, en disant que ces gens étaient la famille proche. Ryan n'a pas insisté. Robbie a pris sa mère à part avant que nous ne partions ce soir-là. Il lui a dit qu'il craignait que Lizzie ne transforme tout le voyage au chalet en un événement centré sur sa grossesse. Sa mère a dit qu'elle comprenait et qu'elle parlerait à Lizzie pour que les choses restent discrètes pendant notre semaine, puisque c'était censé être notre fête de fiançailles. Le père de Robbie était d'accord. Le samedi, tout le monde est arrivé au chalet. Mes parents et ma sœur sont arrivés dans l'après-midi. Je n'avais pas vu ma mère en personne depuis le début des restrictions de voyage. Quand elle a franchi la porte du chalet, je l'ai serrée dans mes bras et je ne l'ai pas lâchée pendant une bonne minute. Mon père a ri et a dit que j'allais l'étouffer. Nous nous sommes tous assis pour dîner ce premier soir. Ma mère était assise à côté de la mère de Robbie et elle discutait d'idées pour l'organisation du mariage. Environ 10 minutes après le début du repas, Lizzie a interrompu leur conversation pour annoncer à mes parents qu'elle ne buvait pas de vin parce qu'elle était enceinte. Ma mère a souri et l'a félicitée. Elle a demandé de combien de temps Lizzie était enceinte. Lizzie a répondu 3 semaines. Le sourire de ma mère a un peu changé. Elle travaille comme infirmière praticienne et s'occupe régulièrement de femmes enceintes. Elle a dit à Lizzie que 3 semaines, c'était très tôt et qu'elle devrait faire attention à qui elle le disait, car les fausses couches sont fréquentes au premier trimestre. Lizzie a hoché la tête, mais a immédiatement commencé à parler de prénoms de bébé et d'idées de décoration pour la chambre. Ma sœur Olivia a croisé mon regard. Elle a haussé les sourcils, mais n'a rien dit. Au cours de l'heure suivante, Lizzie l'a dit à mon père, à ma sœur, puis à ma tante qui était venue dîner. Chaque fois qu'elle l'évoquait, elle insistait sur le fait qu'elle était enceinte de 3 semaines et qu'elle était ravie. Robbie a de nouveau parlé à ses parents ce soir-là, après que ma famille a rejoint ses chambres. Il a demandé s'ils avaient parlé à Lizzie. Sa mère a dit qu'ils avaient essayé, mais que Lizzie ne semblait pas écouter. Elle a admis que c'était frustrant, mais a demandé à Robbie d'essayer d'ignorer cela et de se concentrer sur notre semaine ensemble. Le dimanche, nous avons fait une randonnée. Lizzie s'est plainte tout le temps d'être fatiguée et d'avoir des nausées. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'était pas sûre de pouvoir suivre à cause de la grossesse. La randonnée faisait moins de 3 kilomètres et était relativement plate. Au moment où nous sommes revenus au chalet pour le déjeuner, elle l'avait déjà dit à 3 de nos amis de la famille qui nous avaient rejoints. Lundi, nous sommes allés dans une ville voisine pour déjeuner dans un agréable restaurant en terrasse. Nous étions assis à une longue table. Un des amis d'enfance de Robbie et sa femme étaient là, ils étaient venus passer la journée avec nous. La femme de l'ami me posait des questions sur l'achat de ma robe de mariée quand Robbie a commandé une tournée de boissons pour la table. Sa mère a dit qu'elle prendrait juste de l'eau. Le serveur a commencé à prendre les commandes des autres. Quand il est arrivé à Lizzie, elle a regardé Ryan de l'autre côté de la table et a dit fort qu'elle ne pouvait pas boire d'alcool, demandant pourquoi il lui commanderait une boisson. Ryan a eu l'air confus et a dit qu'il n'avait rien commandé spécifiquement pour elle. Robbie a précisé qu'il avait commandé une tournée générale et que quiconque n'en voulait pas pouvait simplement passer son tour. Lizzie a continué à faire toute une histoire sur le fait qu'elle ne pouvait pas boire. Elle a dit que Ryan aurait dû être plus prévenant.
La femme de l'ami de Robbie m'a regardé. Je voyais qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. J'ai fini par lui dire que Lizzie était enceinte et que c'était pour cela qu'elle ne buvait pas. Lizzie s'est immédiatement illuminée et a commencé à parler de sa grossesse à cette femme. L'épouse de l'ami l'a félicitée et a posé quelques questions polies avant d'essayer de ramener la conversation sur les projets de mariage. Lizzie a continué à tout ramener à sa grossesse et à ses projets pour le bébé. Cette situation exacte s'est produite 3 autres fois cette semaine-là. Chaque fois que quelqu'un proposait une boisson à Lizzie ou l'incluait dans une activité qu'elle ne voulait pas faire, elle faisait une scène à propos de sa grossesse jusqu'à ce que tout le monde soit au courant. Mercredi, absolument toutes les personnes qui étaient venues au chalet ou qui nous avaient rejoints pour des activités connaissaient sa grossesse. Le jeudi soir, nous étions au chalet. Un groupe d'amis de lycée de Robbie était venu passer la soirée. Ils étaient assis dans la pièce principale à discuter avec Robbie. J'étais dans la cuisine avec ma mère et Olivia. Lizzie s'est approchée et a commencé à dire aux amis de Robbie à quel point elle se sentait mal. Elle mentionnait sans cesse ses nausées et sa fatigue. Les amis étaient polis, mais je voyais qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés. Ils essayaient de parler à Robbie d'une prochaine partie de pêche qu'ils avaient prévue. Lizzie n'en démordait pas. Elle les a suivis lorsqu'ils sont allés vers la cuisine pour reprendre de la bière. Elle parlait toujours de son état de malaise, attendant que quelqu'un lui demande pourquoi. L'un des amis a fini par lui demander si elle allait bien. Elle a répondu qu'elle était enceinte et a recommencé toute l'histoire. J'étais debout devant le plan de travail, en train de couper des légumes pour une salade. J'ai posé le couteau, je me suis retournée et je l'ai regardée. J'ai dit que personne ici ne s'intéressait au fait qu'elle soit enceinte. Je lui ai dit que ces gens ne la connaissaient même pas et qu'elle devait arrêter de tout ramener à elle-même. Puis je me suis remise à couper mes légumes. Lizzie m'a fixé un instant, puis a quitté la cuisine. Je l'ai entendue entrer dans la chambre qu'elle partageait avec Ryan et fermer la porte. Les amis de Robbie se sont regardés. L'un d'eux a dit qu'il était temps que quelqu'un dise quelque chose. Un autre a ajouté qu'il s'était demandé ce qui ne tournait pas rond avec elle toute la soirée. Environ 10 minutes plus tard, le père de Robbie est entré dans la cuisine. Il m'a regardé et a dit que j'avais blessé Lizzie. Il a dit qu'elle était juste excitée d'être enceinte et qu'il n'y avait aucune raison d'être cruelle. Je n'ai pas répondu. La mère de Robbie est entrée après lui et a suggéré que je devrais peut-être m'excuser. J'ai répondu que je n'allais pas m'excuser. Robbie est entré dans la cuisine et a demandé ce qui s'était passé. Son père lui a dit que j'avais dit à Lizzie que personne ne se souciait de sa grossesse. Robbie m'a demandé si c'était vrai. J'ai dit oui. Il m'a demandé ce qui m'avait poussé à bout. J'ai expliqué toute la soirée et toute la semaine. Le père de Robbie a dit que cela n'avait pas d'importance et que j'avais été impoli. Robbie a dit à son père que je n'avais pas été impoli. Il a dit que Lizzie avait passé la semaine entière à tout ramener à elle et qu'on lui avait demandé plusieurs fois de se calmer. La mère de Robbie a insisté sur le fait que Lizzie était juste excitée. Robbie a répondu qu'il y avait « être excité » et puis il y avait ce que Lizzie faisait. Son père a haussé le ton et a dit que j'avais franchi une ligne. Robbie a crié plus fort en disant que la ligne avait été franchie par Lizzie il y avait déjà plusieurs jours. Sa mère s'est mise à pleurer. Ma mère m'a prise par le bras et nous sommes sortis sur le porche. Le reste de la soirée a été tendu. Ryan est sorti de la chambre à un moment donné et s'est excusé auprès de Robbie. Il a dit que Lizzie s'était laissée emporter et qu'il avait essayé de lui en parler, mais qu'elle n'écoutait pas. Robbie a dit que ce n'était rien. Ryan a insisté sur le fait que ce n'était pas rien, mais qu'il savait que Lizzie rendait les choses difficiles. Il est ensuite retourné dans la chambre. Le vendredi matin, Robbie et moi sommes retournés en ville pour finaliser les préparatifs de la fête de fiançailles du lendemain. Mes parents et Olivia sont restés au chalet. Quand nous sommes arrivés à notre appartement,
il y avait 4 appels manqués du chalet. J'ai rappelé immédiatement. La mère de Robbie a répondu et a dit que tout allait bien, mais que nous devions appeler Ryan. Elle m'a donné son numéro de portable. J'ai appelé et Ryan a répondu en nous demandant si nous allions bien. J'ai dit oui et j'ai demandé ce qui se passait. Il a dit que Lizzie voulait nous parler. Il lui a passé le téléphone. Lizzie nous a dit qu'elle était allée dans une clinique d'urgence ce matin-là parce qu'elle se sentait mal. Le médecin avait fait une échographie et lui avait dit qu'elle attendait des jumeaux. Elle était très excitée. Je l'ai félicitée. Robbie a fait de même. Puis j'ai dit que nous devions raccrocher car nous avions beaucoup à faire pour la fête. Elle a dit que nous étions impolis. J'ai répondu que nous n'étions pas impolis, mais que nous avions prévenu tout le monde que nous ne prendrions que les appels d'urgence pendant le week-end de notre fête de fiançailles. Elle a dit que c'était une nouvelle importante. J'ai répondu que c'était une merveilleuse nouvelle, mais qu'elle aurait pu attendre notre retour au chalet le dimanche. Elle m'a traité d'égoïste et a raccroché. Les parents de Robbie nous ont récupérés à l'aéroport le dimanche soir après notre fête de fiançailles et le week-end avec nos amis. Sur le chemin du retour, la mère de Robbie a demandé si nous avions parlé à Lizzie. J'ai dit oui. Elle a dit que Lizzie avait raconté à toute la famille que nous avions été extrêmement impolis au téléphone et que nous lui avions raccroché au nez. J'ai expliqué ce qui s'était réellement passé. Le père de Robbie a dit que Lizzie était très bouleversée. Robbie a rappelé que Lizzie nous avait appelés à un moment que nous avions spécifiquement réservé aux urgences. Sa mère a dit qu'apprendre qu'on attend des jumeaux était un événement majeur. Robbie a répondu que c'était un événement majeur, mais pas une urgence. Ses parents n'étaient pas d'accord. Ils nous ont déposés chez nous et sont partis sans dire grand-chose de plus. Le lendemain, Ryan a envoyé un SMS d'excuses à Robbie. Il a dit qu'il se sentait mal de nous avoir appelés et que Lizzie avait insisté sur le fait que cela ne pouvait pas attendre. Une semaine plus tard, la mère de Robbie nous a appelés pour nous dire que Lizzie était allée voir son propre médecin et avait découvert qu'elle n'était pas enceinte de 3 semaines, mais de presque 10 semaines. Le médecin a confirmé les jumeaux. Robbie a demandé comment Lizzie avait pu se tromper à ce point. Sa mère a dit que Lizzie avait fait une erreur de calcul par rapport à son cycle. Je n'ai rien dit, mais je me souviens avoir pensé que cela signifiait que Lizzie était enceinte avant même nos fiançailles et qu'elle ne le savait tout simplement pas. Les choses ont été relativement calmes pendant environ 3 semaines après cela. Robbie et moi travaillions sur l'organisation du mariage. Nous essayions de concevoir un enfant depuis quelques mois à ce moment-là. Nous avions discuté d'un thème pour la chambre de bébé qui intégrait des éléments de ma culture. Mes parents sont originaires du Vietnam. Nous voulions faire quelque chose avec de l'art et des motifs traditionnels vietnamiens. J'avais montré quelques idées à ma mère lors de sa visite et elle avait adoré. Ma mère a fini par acheter quelques petits objets de décoration pour nous tant qu'elle était encore dans le pays. Elle en a acheté un deuxième ensemble parce qu'elle les trouvait beaux et voulait les offrir à Lizzie pour la chambre des jumeaux. Ma mère les a envoyés à Lizzie avec un mot expliquant qu'ils étaient destinés à notre future chambre, mais qu'elle voulait que Lizzie en ait aussi. Environ 1 semaine plus tard, Lizzie m'a appelé. Elle a parlé pendant presque 2 heures d'articles pour bébé qu'elle regardait en ligne. Elle m'a demandé mon avis sur les berceaux, les tables à langer et les poussettes. Elle voulait savoir ce que je pensais de différentes marques. J'ai répondu à ces questions du mieux que j'ai pu. Nous avons eu une conversation correcte. À la fin de l'appel, je me suis dit que les choses s'arrangeaient peut-être entre nous. La semaine suivante, Lizzie a posté une photo sur les réseaux sociaux de la chambre de bébé en cours d'aménagement. Toute la pièce était décorée avec de l'art et des motifs vietnamiens. C'était exactement le thème que j'avais montré à ma mère. J'ai fixé la photo pendant plusieurs minutes. J'ai appelé ma mère et lui ai demandé si elle avait parlé de nos projets de chambre à Lizzie. Ma mère a dit que oui, qu'elle l'avait mentionné quand elle avait envoyé les objets décoratifs.
Elle a dit qu'elle pensait que Lizzie apprécierait la signification culturelle. Je n'ai pas dit à ma mère ce que Lizzie avait fait de cette information. 2 jours après la photo de la chambre, Lizzie a appelé Robbie pour lui annoncer les prénoms de leur bébé. Elle a dit que si les jumeaux étaient 2 garçons, l'un s'appellerait comme le grand-père de Ryan et l'autre s'appellerait Evan. Si c'était un garçon et une fille, le garçon porterait le nom du grand-père de Ryan et la fille s'appellerait Ava avec Robbie comme 2e prénom. Si c'était 2 filles, l'une s'appellerait Ava Robbie et l'autre porterait le nom de la grand-mère de Lizzie. Robbie est resté silencieux un moment. Puis il a dit à Lizzie que nous avions prévu d'appeler notre premier fils Robbie si nous avions un garçon. Ce serait en son honneur. Lizzie a répondu qu'elle avait choisi le prénom en premier et qu'elle l'adorait. Robbie a rétorqué qu'elle ne l'avait pas choisi en premier car nous en avions parlé il y a des années. Lizzie a haussé le ton et a dit que des cousins ne pouvaient pas porter le même prénom, que ce serait déroutant. Robbie a dit que nous avions discuté de ce prénom bien avant qu'elle ne soit enceinte. Lizzie s'est mise à hurler qu'elle avait déjà décidé et qu'elle n'en changerait pas. Puis elle a raccroché. Robbie a essayé d'appeler Ryan, mais il n'a pas répondu. 1 heure plus tard, Ryan a envoyé un SMS disant que Lizzie était très bouleversée et qu'ils avaient besoin d'espace. Robbie a répondu par SMS que Lizzie avait pris le prénom que nous avions prévu d'utiliser. Ryan a dit qu'il ne le savait pas. Robbie a répondu qu'il l'avait mentionné plusieurs fois au fil des ans. Ryan n'a plus répondu. J'ai appelé ma mère ce soir-là, et je lui ai parlé de l'histoire du prénom. Je lui ai aussi parlé de la chambre. Ma mère est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle a dit que je devrais appeler Lizzie et lui parler calmement de tout cela. Elle a suggéré que Lizzie ne s'était peut-être pas rendue compte de ce qu'elle faisait. J'ai dit à ma mère que je ne pensais pas que ce soit vrai, mais que j'essaierais. J'ai appelé Lizzie le lendemain. J'ai commencé par dire que je voulais discuter de quelques points qui me tracassaient. J'ai dit que le thème de la chambre n'était pas le problème principal, mais que cela faisait partie d'un ensemble. J'ai dit qu'au cours des derniers mois, elle avait transformé notre voyage de fiançailles en un événement sur sa grossesse, nous avait appelés pendant le week-end de notre fête pour des nouvelles non urgentes, et maintenant s'était approprié notre thème de chambre et notre prénom de bébé. J'ai dit que j'avais l'impression qu'elle essayait de s'emparer de tout ce qui était censé nous concerner, nous et notre avenir. Lizzie ne m'a pas laissé finir. Elle s'est mise à hurler que c'était moi qui l'avais copié et que j'étais jalouse. Elle a dit qu'un thème de chambre n'était qu'un thème et que personne n'en avait la propriété. Elle a dit que le prénom était une coïncidence et que j'étais paranoïaque. Puis elle m'a traité de plusieurs noms que je ne répéterai pas ici. Elle m'a dit que j'étais une personne horrible et que je devais arrêter de me prendre pour le centre du monde. J'ai raccroché. Robbie a rappelé Ryan. Ryan a décroché cette fois. Robbie lui a raconté ce qui s'était passé. Ryan a dit que Lizzie pleurait et qu'elle se sentait attaquée. Robbie a dit que j'avais essayé d'avoir une conversation calme. Ryan a répondu que cela n'avait pas d'importance parce que Lizzie était enceinte et stressée. Robbie a dit que le fait d'être enceinte ne donnait pas à Lizzie le droit de traiter mal les gens. Ryan a dit que nous ne les soutenions pas. Robbie a répondu que nous n'avions fait que les soutenir et que Lizzie avait franchi trop de limites. Ryan a raccroché. Les parents de Robbie ont appelé ce soir-là. Sa mère a demandé ce qui se passait. Robbie a expliqué toute la situation, y compris la chambre, le prénom et l'appel téléphonique. Son père a dit « Je n'aurais pas dû appeler Lizzie ». Robbie a demandé depuis quand il était mal d'aborder un problème directement. Sa mère a dit que Lizzie était sous l'effet des hormones et enceinte de jumeaux. Robbie a répondu que ce n'était pas une excuse pour tout ce que Lizzie faisait depuis des mois. La conversation a tourné en rond. Les parents de Robbie pensaient que nous surréagissions. Robbie et moi pensions qu'il cherchait des excuses à Lizzie. À la fin, Robbie a dit à ses parents que nous avions besoin d'un peu de temps et que nous leur reparlerions plus tard.
Sa mère a pleuré. Son père a dit que nous étions injustes. Robbie a mis fin à l'appel. Mise à jour 1. Cela fait environ 1 mois et demi que tout a explosé avec Lizzie et Ryan. Robbie et moi n'avons pas parlé à Lizzie du tout. Robbie parle à Ryan occasionnellement par SMS, mais les conversations sont brèves. Ryan envoie surtout des nouvelles de la grossesse. Il n'aborde aucun autre sujet. Robbie répond par des accusés de réception basique. Il est clair que Ryan essaie de rester neutre. Les parents de Robbie nous ont contactés plusieurs fois. Sa mère a appelé 2 fois la première semaine pour nous demander de reconsidérer la situation. Elle a dit que Lizzie se sentait terriblement mal et voulait s'excuser. Robbie a demandé si Lizzie avait réellement dit qu'elle voulait s'excuser ou si c'était juste l'interprétation de sa mère. Sa mère a admis que Lizzie n'avait pas prononcé ces mots exacts, mais qu'elle semblait bouleversée par la situation. Robbie a dit à sa mère que le fait que Lizzie soit bouleversée n'était pas la même chose que le fait qu'elle veuille s'excuser pour son comportement. Sa mère s'est tue et a dit que peut-être nous avions tous simplement besoin de plus de temps. Robbie a accepté. Son père a appelé 1 semaine plus tard. Il a demandé si nous comptions venir à la baby shower des jumeaux dans 2 mois. Robbie a répondu qu'il n'avait pas encore décidé. Son père a dit que cela compterait beaucoup pour Ryan et Lizzie si nous venions. Robbie a dit qu'il y réfléchirait. Après avoir raccroché, Robbie m'a dit qu'il ne voulait pas y aller. J'étais d'accord. L'idée d'assister à un événement célébrant Lizzie, après tout ce qui s'était passé, semblait impossible. Ma mère m'a appelé à peu près au même moment. Elle voulait savoir comment se passait la situation familiale. Je lui ai dit que nous ne parlions pas à Lizzie et que les relations étaient tendues avec les parents de Robbie. Ma mère m'a demandé si j'avais pensé à ce que je ferais si je tombais enceinte. Elle a dit que Lizzie finirait par l'apprendre et que cela pourrait causer encore plus de problèmes. J'ai répondu à ma mère que je n'y avais pas encore réfléchi. Elle m'a suggéré de le faire plus tôt que tard. Cette conversation m'est restée à l'esprit. Robbie et moi en avons parlé ce soir-là. Nous avons tous les deux convenu que si nous tombions enceintes, nous ne le dirions pas directement à Lizzie. Nous préviendrions les parents de Robbie et ils pourraient partager l'information comme ils le souhaitaient. Nous avons aussi convenu de ne partager aucun détail sur les projets de chambre, les prénoms ou tout autre élément personnel. C'était étrange de devoir planifier en fonction de Lizzie, mais cela semblait nécessaire. Il y a 3 semaines, la mère de Robbie a appelé pour donner des nouvelles. Elle a dit que Lizzie avait passé son échographie morphologique. Les jumeaux étaient 2 garçons. Elle a dit que Lizzie était très excitée et qu'elle avait déjà commencé à acheter des vêtements de garçons et de la décoration. Robbie a félicité sa mère et a demandé comment allait Ryan. Sa mère a dit que Ryan allait bien mais semblait stressé. Elle n'a pas donné plus de détails. 2 jours après cet appel, Ryan a envoyé un long SMS à Robbie. C'était la communication la plus longue de Ryan depuis que tout avait commencé. Il a dit que Lizzie avait commencé à préparer la chambre et qu'elle avait changé de thème. Il a précisé qu'elle n'utilisait plus les décorations vietnamiennes et qu'elle était passée à un style différent. Il n'a pas dit pourquoi elle avait changé. Il a également ajouté qu'ils avaient choisi d'autres prénoms pour les garçons. Il ne nous a pas dit quels étaient les nouveaux prénoms. Robbie a répondu en le remerciant de nous en avoir informés. Ryan n'a pas répondu. Je voulais savoir pourquoi Lizzie avait changé le thème de la chambre et les prénoms. Robbie a dit que cela n'avait pas d'importance et que nous devions simplement nous réjouir qu'elle l'ait fait. J'étais d'accord, mais une partie de moi se demandait si Ryan l'avait poussé à changer les choses. J'ai demandé à Robbie s'il pensait que Ryan avait dit quelque chose à Lizzie. Robbie a répondu qu'il ne savait pas, mais que c'était possible. Il a ajouté que Ryan s'était excusé plusieurs fois pendant l'épisode du voyage de fiançailles, alors peut-être que Ryan avait fini par s'imposer sur le reste aussi. La semaine dernière, la mère de Robbie a encore appelé.
Elle a dit que la baby shower était dans 3 semaines et a demandé si nous avions décidé de venir. Robbie lui a dit que nous n'irions pas. Sa mère a demandé pourquoi. Robbie a répondu que nous ne nous sentions pas à l'aise d'être avec Lizzie pour le moment. Sa mère a dit que cela faisait plus d'1 mois et que nous devrions essayer de passer à autre chose. Robbie a rétorqué que ce n'était pas une question de temps, mais du fait que Lizzie ne s'était pas excusée et n'avait pas reconnu ses torts. Sa mère a souligné que Lizzie avait changé la chambre et les prénoms. Robbie a répondu que c'était bien, mais que cela n'effaçait pas tout le reste. Sa mère s'est mise à pleurer. Elle a dit que la famille était en train de s'effondrer. Robbie a répondu que la famille ne s'effondrait pas, mais que des limites étaient nécessaires. Sa mère n'a pas bien réagi à cela. Elle a dit que les limites n'étaient qu'une excuse pour être froid. Robbie lui a dit que ce n'était pas juste. Elle a raccroché. Le père de Robbie a appelé le lendemain. Il était en colère. Il a dit que nous étions égoïstes et que nous faisions du mal à Ryan en ne le soutenant pas pendant cette période. Robbie a répondu que nous soutenions Ryan en lui envoyant des messages et en lui demandant comment il allait. Son père a dit que ce n'était pas suffisant. Robbie a demandé ce qui le serait. Son père a répondu que venir à la baby shower serait un début. Robbie a répété que nous n'irions pas à la baby shower. Son père a dit que nous faisions une erreur. Robbie a dit que c'était notre décision. Son père a raccroché. La baby shower a eu lieu le week-end dernier. La mère de Robbie a envoyé des photos dans le groupe familial. Il y avait des photos des décorations, de la nourriture et des cadeaux. Lizzie apparaissait sur plusieurs photos, souriante et ouvrant des cadeaux. Ryan était à côté d'elle sur la plupart d'entre elles. Il avait l'air fatigué. Je n'ai commenté aucune des photos. Robbie a aimé une photo de ses parents. C'est tout. Hier, la mère de Robbie a appelé. Elle a dit qu'elle devait nous parler de quelque chose d'important. Robbie a mis le haut-parleur. Sa mère a raconté que pendant la baby shower, certains membres de la famille avaient demandé où nous étions. Elle a dit qu'elle leur avait répondu que nous étions occupés. Puis elle a ajouté que Lizzie avait fait un commentaire sur notre absence. Lizzie a dit à tout le monde que nous étions jaloux de sa grossesse et que nous ne supportions pas que quelqu'un d'autre ait de bonnes nouvelles. La mère de Robbie a dit qu'elle n'avait pas corrigé Lizzie parce qu'elle ne voulait pas faire de scène. Robbie a demandé pourquoi sa mère nous racontait cela. Elle a répondu qu'elle pensait que nous devions savoir ce qui se disait. Robbie a dit que les gens le disaient parce que Lizzie mentait sur la situation. Sa mère a rétorqué que Lizzie ne mentait pas, qu'elle croyait sincèrement que nous étions jaloux. Robbie a répondu que Lizzie pouvait croire ce qu'elle voulait, mais que cela ne rendait pas la chose vraie. Sa mère a suggéré qu'il y avait peut-être une part de vérité là-dedans. Robbie a demandé ce qu'elle voulait dire. Sa mère a dit que nous essayions d'avoir un bébé et que peut-être voir Lizzie enceinte de jumeaux était difficile pour nous. Robbie a répondu que ce n'était pas pour cela que nous étions en colère contre Lizzie. Sa mère a dit qu'elle essayait juste de comprendre. Robbie lui a dit qu'il n'y avait rien à comprendre. Il a dit que Lizzie s'était mal comportée pendant des mois et que nous n'allions pas faire comme si de rien n'était juste parce qu'elle était enceinte. Sa mère s'est tue. Puis elle a demandé si nous viendrions à l'hôpital à la naissance des jumeaux. Robbie a dit qu'il ne savait pas. Sa mère lui a demandé d'y réfléchir. Elle a dit que cela compterait beaucoup pour Ryan. Robbie a dit qu'il y réfléchirait, mais qu'il ne promettait rien. Sa mère l'a remercié et a raccroché. Après l'appel, Robbie et moi sommes restés assis en silence un moment. Puis il m'a demandé s'il pensait que nous étions trop durs. J'ai dit non. Je lui ai dit que tout ce que nous avions fait était une réaction à la façon dont Lizzie nous avait traités. J'ai ajouté que nous ne l'avions pas insultée, que nous n'avions pas répandu de rumeurs sur elle, et que nous n'avions pas essayé de monter sa famille contre elle. Nous avions simplement arrêté de fréquenter quelqu'un qui refusait de nous respecter. Robbie a hoché la tête.
Il a dit qu'il ressentait la même chose, mais que ses parents le faisaient douter de tout. Je lui ai dit que ses parents se souciaient plus de maintenir la paix que de régler le vrai problème. Il a acquiescé. Mise à jour 2. Les jumeaux sont nés il y a 6 semaines. Ryan a envoyé un SMS à Robbie à 4 heures du matin pour dire que Lizzie était en plein travail. Il a envoyé un autre SMS 3 heures plus tard avec une photo des 2 bébés. Ils étaient tous les deux en bonne santé. Ryan les a nommés Owen et Lucas. Robbie a répondu en le félicitant. J'ai envoyé un SMS séparé à Ryan pour le féliciter et lui dire que nous étions heureux pour lui. Ryan nous a remerciés. La mère de Robbie a appelé plus tard dans la journée pour demander si nous venions à l'hôpital. Robbie a dit non. Elle a demandé pourquoi. Robbie a répondu que nous avions déjà expliqué notre position plusieurs fois et que rien n'avait changé. Elle a demandé si nous allions vraiment manquer de rencontrer nos neveux à cause d'une rancune. Robbie a répondu que ce n'était pas de la rancune, mais une limite. Elle a raccroché sans rien dire d'autre. Une semaine après la naissance des jumeaux, les parents de Robbie sont allés chez Ryan et Lizzie pour les aider pendant quelques jours. La mère de Robbie envoyait des photos tous les jours. Il y avait des photos d'elle tenant les bébés, du père de Robbie leur donnant le biberon, de Lizzie dormant sur le canapé pendant que Ryan changeait une couche. J'ai regardé les photos, mais je n'ai répondu à aucune d'elles. Ma mère m'a appelé pendant cette semaine-là. Elle a demandé si nous étions allés voir les bébés. J'ai dit non. Elle a demandé si nous comptions y aller. J'ai dit que nous n'avions pas encore décidé. Ma mère a dit qu'elle comprenait que nous soyons en colère contre Lizzie, mais que les bébés étaient innocents. J'ai répondu que nous le savions. Elle a demandé ce que nous allions faire sur le long terme. J'ai dit que nous n'avions pas encore de plan. Elle m'a dit d'y réfléchir parce que plus nous attendions, plus il serait difficile d'avoir une relation avec les enfants de Ryan. J'ai dit que j'y réfléchirais. Après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Mais je ne savais toujours pas quoi faire. 3 semaines après la naissance des jumeaux, Robbie a reçu un appel de Ryan. C'était la première fois qu'ils se parlaient réellement au téléphone depuis l'arrivée des bébés. Ryan a demandé comment nous allions. Robbie a dit que nous allions bien. Ryan a dit qu'il voulait parler de tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Robbie a demandé si Lizzie écoutait. Ryan a dit non, qu'elle était dans l'autre pièce en train de nourrir les bébés. Ryan a dit à Robbie qu'il savait que Lizzie avait dépassé les bornes pendant notre voyage de fiançailles et avec l'histoire de la chambre et du prénom. Il a dit qu'il avait essayé de lui en parler plusieurs fois, mais qu'elle ne voulait pas écouter. Il a expliqué qu'elle s'était convaincue qu'elle n'avait rien fait de mal et que nous étions simplement jaloux. Ryan a ajouté qu'il avait changé le thème de la chambre et les prénoms parce qu'il savait que Lizzie avait franchi une ligne. Il a dit que cela avait causé une énorme dispute entre eux, mais qu'il était resté ferme. Robbie a demandé pourquoi Ryan lui racontait cela maintenant. Ryan a répondu que les 3 dernières semaines avaient été épuisantes et qu'il comprenait enfin ce que nous avions vécu. Il a dit que Lizzie rendait tout difficile. Elle insistait pour faire les choses à sa manière même, quand cela n'avait aucun sens. Elle s'énervait quand les parents de Ryan essayaient de l'aider parce qu'elle disait qu'il faisait tout de travers. Elle a accusé Ryan de ne pas la soutenir lorsqu'il a suggéré d'accepter l'aide d'amis. Ryan a dit qu'il commençait à voir que Lizzie avait l'habitude de tout ramener à elle puis de se faire passer pour la victime quand les gens réagissaient. Robbie a demandé si Ryan en avait parlé à leurs parents. Ryan a dit non, que leurs parents chercheraient juste des excuses à Lizzie et lui diraient qu'il était trop dur avec elle. Robbie a admis que c'était probablement vrai. Ryan a demandé si nous envisagerions de venir leur rendre visite une fois que les choses se seraient calmées. Il a dit qu'il comprenait si nous ne voulions pas voir Lizzie, mais qu'il aimerait que nous rencontrions les bébés. Robbie a dit qu'il m'en parlerait. Quand Robbie m'a raconté la conversation, je ne savais pas quoi penser. Une partie de moi était contente que Ryan reconnaisse enfin ce que Lizzie faisait.
Une autre partie était frustrée qu'il lui ait fallu autant de temps. J'ai demandé à Robbie ce qu'il voulait faire. Il a dit qu'il voulait rencontrer ses neveux, mais qu'il ne voulait pas avoir affaire à Lizzie. J'ai ressenti la même chose. Nous avons décidé d'attendre encore quelques semaines avant de prendre une décision. Pendant ce temps, Ryan a envoyé quelques autres SMS à Robbie. Il a envoyé des photos des jumeaux. Il a fait des commentaires sur le peu de sommeil qu'il avait. Il a mentionné que Lizzie avait du mal avec l'allaitement et qu'elle refusait d'envisager le lait maternisé, même si le pédiatre l'avait suggéré. Robbie envoyait surtout des réponses de soutien, sans trop s'impliquer dans les détails. La semaine dernière, Ryan a de nouveau appelé Robbie. Il a demandé si nous pouvions venir leur rendre visite le week-end suivant. Il a dit que Lizzie allait chez ses parents pour le week-end et qu'elle emmenait les jumeaux avec elle. Il a précisé qu'il restait à la maison pour rattraper son sommeil et s'occuper de son travail. Il a dit que ce serait une bonne occasion pour nous de venir sans que Lizzie soit là. Robbie a dit oui. Nous sommes allés chez Ryan et Lizzie le samedi matin. C'est à environ 5 heures de route. Ryan a ouvert la porte, l'air exténué. Il avait des cernes profonds et ses cheveux étaient en désordre. Il a serré Robbie dans ses bras, puis m'a serré aussi. Il a dit qu'il était content que nous soyons venus. Nous sommes entrés et nous nous sommes assis au salon. La maison était un désastre. Il y avait des articles pour bébé partout. Des biberons sales s'empilaient dans l'évier. Le linge débordait d'un panier dans un coin. Ryan a fait du café et nous avons discuté pendant plus d'1 heure. Il nous en a dit plus sur ce qui se passait depuis la naissance des jumeaux. Il a dit que Lizzie refusait l'aide de tout le monde sauf de sa propre mère. Elle disait aux parents de Ryan qu'il faisait mal les choses chaque fois qu'il venait. Elle s'était emportée contre la sœur de Ryan quand celle-ci avait suggéré des méthodes d'apprentissage du sommeil. Elle accusait Ryan de ne pas être assez impliqué, même s'il faisait la moitié des biberons de nuit et tous les changements de couche pendant la journée. Ryan a ajouté que le pire était que Lizzie continuait de dire aux gens que tout allait bien et que tout était parfait. Elle postait des photos sur les réseaux sociaux avec des légendes disant à quel point ils étaient comblés et à quel point les jumeaux étaient faciles. Ryan a dit que tout cela était un mensonge. Il a précisé que les jumeaux souffraient de coliques et dormaient à peine. Il a dit que Lizzie ne gérait pas bien la situation, mais refusait de l'admettre. J'ai demandé à Ryan s'il avait suggéré une thérapie de couple ou des cours de parentalité. Il a dit qu'il avait proposé les deux. Lizzie lui avait répondu qu'il n'avait pas besoin d'aide et qu'il l'insultait en suggérant cela. Ryan a dit qu'il ne savait plus quoi faire. Robbie a demandé si Ryan regrettait d'avoir eu des enfants avec Lizzie. Ryan a marqué une longue pause avant de répondre. Il a dit qu'il aimait ses fils, mais qu'il aurait aimé prêter plus d'attention aux signaux d'alarme avant qu'ils ne se fiancent. Il a ajouté que Lizzie avait toujours été dramatique, mais qu'il pensait qu'elle changerait avec l'âge. Il réalisait maintenant qu'elle n'allait pas changer. Avant que nous ne partions, Ryan a demandé si nous accepterions de revenir. Il a dit que cela l'aidait de parler à quelqu'un qui comprenait comment Lizzie était réellement. Robbie a dit que nous reviendrions. J'ai acquiescé. Ryan nous a remerciés. Sur le chemin du retour, Robbie était silencieux. Je lui ai demandé ce qu'il pensait. Il a dit qu'il se sentait mal pour Ryan, mais que Ryan avait fait ses propres choix. J'étais d'accord. J'ai aussi ajouté que j'étais contente que nous ne soyons pas allés à la baby shower ou à l'hôpital. Robbie a hoché la tête. Mise à jour 3. Cela fait 2 mois que nous avons rendu visite à Ryan chez lui. Nous y sommes retournés 3 fois depuis. À chaque fois, Lizzie était soit chez ses parents, soit sortie avec des amis. Ryan a dit qu'il l'encourageait à faire des pauses pour ne pas être débordé. Il a ajouté que cela lui permettait aussi d'avoir des visites sans que Lizzie ne contrôle tout. Lors de notre dernière visite il y a 2 semaines, Ryan nous a confié que Lizzie et lui se disputaient constamment.
Il a dit que Lizzie l'accusait de monter sa famille contre elle. Elle disait que nous ne venions que lorsqu'elle n'était pas là parce que nous la détestions. Ryan a dit qu'il avait essayé d'expliquer que nous l'évitions à cause de son comportement, et non parce que nous la détestions. Lizzie n'a pas accepté cela. Elle a dit à Ryan qu'il devait choisir entre elle et sa famille. Ryan a dit avoir répondu à Lizzie qu'il n'allait pas choisir. Il a affirmé que sa famille avait été solidaire et respectueuse, et que c'était Lizzie qui créait des problèmes. Lizzie a dit que s'il ne la soutenait pas, alors ils devraient peut-être se séparer. Ryan a répondu que si elle voulait se séparer, ils pouvaient en discuter. Lizzie a immédiatement fait marche arrière en disant qu'elle ne voulait pas vraiment se séparer, qu'elle était juste en colère. Ryan a confié être fatigué des menaces constantes et de la manipulation. Robbie a demandé à Ryan ce qu'il comptait faire. Ryan a dit qu'il ne savait pas. Il ne voulait pas que ses fils grandissent dans un foyer brisé, mais il ne voulait pas non plus qu'ils grandissent en voyant leurs parents se disputer tout le temps. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas à moi de donner des conseils à Ryan sur son mariage. La semaine dernière, la mère de Robbie a appelé. Elle a dit que Lizzie lui avait raconté que Ryan nous recevait quand elle n'était pas là. Elle a dit que Lizzie se sentait exclue et blessée. Robbie a répondu que Lizzie n'était pas exclue, qu'elle nous évitait tout autant que nous l'évitions. Sa mère a dit que ce n'était pas vrai. Elle a prétendu que Lizzie voulait arranger les choses, mais que nous rendions cela impossible. Robbie a demandé quand Lizzie avait dit vouloir arranger les choses. Sa mère a répondu que Lizzie l'avait mentionné il y a quelques semaines. Robbie a dit que si Lizzie voulait arranger les choses, elle pouvait nous contacter directement. Sa mère a rétorqué que Lizzie avait peur que nous la rejetions. Robbie a répondu que c'était le problème de Lizzie. Sa mère s'est emportée. Elle a dit que nous étions cruels. Robbie a répondu que nous étions honnêtes. Sa mère a dit que l'honnêteté sans gentillesse n'était que de la cruauté. Robbie a rétorqué que favoriser un mauvais comportement sans responsabilité n'était que de la lâcheté. Sa mère a raccroché. Le père de Robbie a appelé 1 heure plus tard. Il était furieux. Il a dit que nous n'avions pas le droit de parler ainsi à sa mère. Robbie a répondu qu'il avait tout à fait le droit d'être honnête sur la situation. Son père a dit que nous détruisions la famille. Robbie a répondu que c'était Lizzie qui détruisait la famille depuis des mois et que nous refusions simplement de continuer à y participer. Son père a dit que si nous ne nous excusions pas auprès de sa mère, nous ne serions plus les bienvenus aux événements familiaux. Robbie a dit que c'était entendu. Son père a raccroché. Ryan a appelé le lendemain. Il a dit que ses parents lui avaient parlé des appels. Il s'est excusé qu'ils nous mettent la pression. Il a ajouté que ses parents avaient toujours couvé Lizzie parce qu'elle était dramatique et qu'ils ne voulaient pas gérer ses crises. Il a dit que c'était plus facile pour eux de nous blâmer que de tenir Lizzie pour responsable. Robbie a dit qu'il comprenait. Ryan nous a remerciés d'être là pour lui-même si le reste de la famille rendait les choses difficiles. Il y a 3 jours, Lizzie m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux. C'était la première fois qu'elle me contactait directement depuis que je lui avais dit de ne plus m'appeler il y a des mois. Elle disait être désolée pour tout et vouloir aller de l'avant. Elle espérait que nous pourrions avoir une relation pour le bien des jumeaux. Elle a ajouté que les bébés méritaient de connaître leur tante et leur oncle. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai montré le message à Robbie. Il a dit que c'était à moi de voir comment je voulais gérer cela. J'y ai réfléchi pendant une journée entière. Puis j'ai répondu. J'ai dit à Lizzie que j'appréciais ses excuses, mais que pour aller de l'avant, il faudrait plus que des mots. Je lui ai rappelé qu'elle avait passé des mois à tout ramener à elle-même, à ne pas respecter nos limites, puis à jouer les victimes quand nous le lui faisions remarquer. J'ai dit qu'une excuse sans changement de comportement n'avait aucun sens. J'ai ajouté que si elle voulait une relation avec nous, elle devait prouver qu'elle comprenait ce qu'elle avait fait de mal et qu'elle s'engageait à faire mieux.
J'ai aussi précisé que nous n'allions pas avoir de relation avec elle juste pour les jumeaux. Les jumeaux se porteraient très bien sans nous si c'était le prix à payer pour maintenir nos limites. Lizzie a répondu 1 heure plus tard. Elle a dit que j'étais déraisonnable. Elle a affirmé s'être excusée et que je devais accepter ses excuses. Elle a ajouté que j'étais rancunière et que j'utilisais les jumeaux comme des pions. Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloqué. Robbie a appelé Ryan et lui a raconté ce qui s'était passé. Ryan a dit qu'il n'était pas surpris. Il a précisé que Lizzie lui avait dit qu'elle allait me contacter. Ryan a ajouté qu'il avait dit à Lizzie qu'elle devait réellement assumer la responsabilité de ses actes, et pas seulement dire pardon en s'attendant à ce que tout redevienne normal. Lizzie a répondu à Ryan qu'il ne comprenait pas à quel point c'était dur d'être une nouvelle maman. Ryan a rétorqué qu'être une nouvelle maman n'était pas une excuse pour traiter mal les gens pendant des mois avant même la naissance des bébés. Lizzie n'a rien trouvé à répondre. Hier, les parents de Robbie ont envoyé un email collectif. Ils se disaient déçus de la façon dont nous avions géré les choses avec Lizzie. Ils disaient que la famille était censée pardonner et aller de l'avant. Ils nous traitaient de têtus et de rancuniers. Ils ont dit que si nous ne faisions pas un effort pour nous réconcilier avec Lizzie, ils devraient s'éloigner de nous. Robbie a répondu par une seule phrase, « C'est votre choix ». Ils n'ont pas répondu. Ryan a envoyé un SMS ce matin. Il a dit que ses parents lui avaient parlé de l'email. Il a dit qu'il était désolé qu'ils nous mettent dans cette position. Il a dit comprendre si nous avions besoin de prendre nos distances avec toute la famille pendant un certain temps. Robbie lui a répondu que nous ne prenions pas nos distances avec lui, mais que nous en avions simplement fini d'essayer de gérer les sentiments de tout le monde par rapport à nos limites. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Les parents de Robbie pourraient mettre leurs menaces à exécution. Lizzie continuera probablement à dire à tout le monde que nous sommes le problème. Ryan devra gérer son mariage et sa relation avec ses parents seuls. Mais Robbie et moi, ça nous va. Nous avons l'un l'autre. Nous avons nos propres projets d'avenir. Nous avons des limites que nous ne sommes pas prêts à compromettre juste pour que les autres se sentent à l'aise. Et nous sommes en paix, sachant que nous n'avons pas laissé quelqu'un d'autre prendre le contrôle de nos vies simplement parce que c'était plus facile que de se défendre. Histoire 2. Le petit ami de ma sœur prétendait avoir un diplôme de médecine depuis des années. Quand j'ai découvert que mon père allait l'embaucher dans notre clinique médicale, j'ai dû le dénoncer. Maintenant, ma sœur ne veut plus me parler. Moi, F27, je suis coincée entre la protection de notre entreprise familiale et la possible destruction de ma relation avec ma sœur, F30. Pour situer le contexte, je travaille à temps partiel dans la clinique médicale de mon père. Il l'a ouverte il y a 25 ans et l'a bâtie à partir de rien. Ce n'est pas une énorme structure, mais nous avons une bonne réputation dans notre communauté et les gens nous font confiance. Mon père a 55 ans et parle d'agrandir le cabinet depuis quelques années. Ma sœur, Jessica, sort avec Rowan, âge 32, depuis environ 3 ans. Ils se sont rencontrés au mariage d'un ami et les choses sont allées assez vite entre eux. Jessica travaille comme pharmacienne à l'hôpital du centre-ville. Elle a toujours été axée sur sa carrière et indépendante. Rowan, quant à lui, travaille dans un magasin de vêtements local depuis 2 ans. Avant cela, selon lui, il travaillait au Memorial Hospital en tant qu'assistant médical, physicien assistant, PA. Quand j'ai rencontré Rowan pour la première fois lors d'un dîner en famille, j'ai essayé de discuter de son parcours médical puisque je travaille aussi dans ce domaine. Je lui ai posé des questions sur son expérience, où il avait étudié, dans quel domaine il s'était spécialisé, des discussions professionnelles classiques. Rowan a immédiatement coupé court à la conversation. Il m'a dit qu'il n'aimait pas parler de travail pendant son temps libre et a changé de sujet pour parler de sport. J'ai trouvé cela un peu étrange, mais je n'y ai pas accordé trop d'importance sur le moment.
En apprenant à mieux connaître Rowan au fil des mois, les choses ont commencé à me paraître suspectes. Il a mentionné avoir obtenu son diplôme d'assistant médical à la Central State University. Quelques semaines plus tard, j'ai mentionné que ma colocataire de fac était aussi allée à Central State vers la même époque et je lui ai demandé s'il la connaissait. Rowan a eu un regard paniqué et a rapidement dit qu'il était en fait allé à l'Eastern Medical University, pas à Central State. Il a prétendu avoir confondu les deux parce qu'il avait postulé aux deux. Ce fut le premier signal d'alarme majeur pour moi. Avec le temps, j'ai remarqué d'autres incohérences. Rowan n'avait jamais de photo de sa remise de diplôme, aucun diplôme accroché au mur de leur appartement, aucun annuaire de promo ou souvenir de l'université. Quand j'ai abordé le sujet par hasard une fois, il a expliqué que lors de leur déménagement dans le nouvel appartement il y a 3 ans, il avait emballé toutes ses affaires d'université dans un carton et que, par hasard, ce carton spécifique s'était perdu. Quelles étaient les chances? J'ai suggéré qu'il pourrait facilement obtenir un duplicata de son diplôme auprès de l'Eastern Medical University en appelant leur administration. Dans notre État, il existe même un site centralisé où les diplômés peuvent accéder à leur relevé de notes et diplômes en ligne en quelques minutes. Rowan a balayé les deux options, disant que c'était trop de tracas et qu'il était diplômé depuis trop longtemps pour que le système en ligne fonctionne. Mais même l'option par téléphone ne prend qu'une semaine environ. Qui ne ferait pas cette petite démarche pour remplacer un document aussi important? Mes soupçons ont grandi quand j'ai essayé de vérifier ses qualifications en ligne. J'ai cherché son nom complet avec les 2 universités qu'il avait mentionnées et j'ai cherché des projets ou des articles auxquels il aurait pu participer. Rien n'est apparu. Pas une seule mention. Il avait un jour mentionné que sa thèse de licence avait été publiée, ce qui est rare dans notre pays, mais je n'en ai trouvé aucune trace non plus. Le dernier élément qui ne collait pas était son parcours professionnel. Si Rowan avait vraiment un diplôme d'assistant médical, qui est très demandé, pourquoi choisirait-il de travailler dans la vente? Il se plaignait souvent de son travail au magasin de vêtements, le bas salaire, les longues heures debout, les clients difficiles. Les assistants médicaux peuvent gagner 3 fois ce qu'ils gagnaient dans la vente, et les hôpitaux recrutent en permanence. Cela n'avait aucun sens que quelqu'un choisisse un travail qu'il détestait alors qu'il avait soi-disant les qualifications pour un bien meilleur poste. La semaine dernière, les choses se sont précipitées. Mon père a mentionné qu'il prévoyait d'ouvrir une 2e clinique et qu'il devait embaucher un autre assistant médical. Devinez qui il veut embaucher? Rowan. Mon père a toujours aimé Rowan, il l'appelle le fils qu'il n'a jamais eu, et je voyais bien qu'il était ravi de l'intégrer dans l'entreprise familiale. C'est là que mon dilemme a commencé. Si Rowan mentait sur ses diplômes, cela pourrait être désastreux. Pas seulement pour l'entreprise de mon père, mais aussi pour les patients. Les soins médicaux exigent une formation et des titres appropriés. Des gens pourraient être blessés. J'ai essayé de suggérer à mon père de vérifier les références de Rowan dans le cadre du processus d'embauche normal, mais il a balayé l'idée en disant « Je lui fais confiance. Il fait pratiquement partie de la famille. » C'était exactement ce que je craignais, mon père contournant les procédures de vérification standard à cause de leur relation personnelle. Après y avoir réfléchi pendant des jours, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai trouvé un service de vérification de diplôme en ligne utilisé par les établissements médicaux. En utilisant l'adresse email professionnelle de mon père, à laquelle j'ai accès pour le travail, j'ai soumis une demande de vérification du diplôme d'assistant médical de Rowan auprès de l'Eastern Medical University. 3 jours plus tard, les résultats sont tombés. Aucune trace d'une personne portant le nom de Rowan ayant reçu un diplôme de PA de l'Eastern Medical. J'ai aussi vérifié la Central State University, pour être rigoureuse. Même résultat. Mes mains tremblaient en lisant le rapport. J'avais espéré me tromper, mais j'avais maintenant la preuve. Rowan mentait à tout le monde, à ma sœur, à mon père, à moi, depuis des années.
Je ne savais pas quoi faire de cette information. En parler à mon père protégerait l'entreprise, mais cela risquait de détruire la relation de ma sœur. En parler d'abord à ma sœur semblait être la bonne chose à faire, mais nos relations ont été tendues ces derniers temps à cause de problèmes passés. J'avais peur qu'elle ne me croie pas et pense que j'essayais de saboter son couple par jalousie ou méchanceté. Après une autre nuit blanche, j'ai décidé de contacter mon père en premier. Je lui ai envoyé un SMS disant que j'avais essayé de lui avancer le travail pour l'embauche en vérifiant les diplômes de Rowan, mais que le système n'indiquait aucune trace de son diplôme. J'ai suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une erreur système ou que j'avais mal saisi quelque chose. J'ai ajouté que la compagnie d'assurance aurait de toute façon besoin d'une preuve officielle de ses titres, et qu'il serait donc préférable de demander à Rowan de fournir la documentation appropriée avant sa date d'embauche. Mon père m'a appelé immédiatement. Il m'a dit d'arrêter les excuses et de lui dire ce qui se passait réellement. J'ai donc tout déballé, mes soupçons, les incohérences dans les récits de Rowan et les résultats de la vérification. Mon père est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il m'a demandé de lui envoyer le lien du service de vérification pour vérifier par lui-même. 1 heure plus tard, il m'a rappelé. Il avait vérifié et trouvé la même chose, aucune trace du diplôme de Rowan. Il m'a remercié d'avoir attiré son attention sur ce point et m'a dit de le laisser gérer la suite. Le lendemain, mon père a invité Rowan à la clinique après la fermeture. Je n'étais pas là, mais mon père m'a tout raconté après. Il a proposé le poste d'assistant médical à Rowan et a dit qu'ils avaient juste besoin de ses diplômes pour le dossier d'assurance. Rowan a sorti ses excuses habituelles sur les documents perdus. Mon père a alors dit qu'il était allé sur le site de l'université plus tôt et qu'il avait vu à quel point il était facile de demander les dossiers. Il a même proposé d'appeler l'université sur le champ en haut-parleur pour aider Rowan à lancer la procédure. C'est là que Rowan a craqué. Il a avoué qu'il n'avait jamais terminé son diplôme. Il était allé à Central State pendant 2 mois avant d'abandonner. L'année suivante, il avait essayé l'Eastern Medical, mais avait encore abandonné après quelques mois. Il a dit qu'il avait toujours eu l'intention d'y retourner pour finir, mais qu'il ne l'avait jamais fait. Le mensonge sur le diplôme avait commencé petit et avait fait boule de neige au fil des ans. Il pensait pouvoir assumer le poste à la clinique de mon père parce qu'il avait ses 4 mois d'études plus ce qu'il avait appris en travaillant dans la section pharmacie d'un grand magasin. Mon père a dit à Rowan qu'il ne pouvait pas lui donner le poste de PA sans les qualifications requises. Mais il lui a proposé un emploi différent à l'accueil de la clinique, mieux payé que la vente mais moins qu'un assistant médical. Il a donné 2 options à Rowan. Prendre le poste à l'accueil avec des perspectives d'évolution, ou prendre le poste pour avoir un revenu stable tout en reprenant ses études pour obtenir son diplôme, avec la promesse que le poste d'assistant médical l'attendrait à la fin. La seule condition était que Rowan dise la vérité à Jessica s'il ne l'avait pas déjà fait. Rowan est parti en disant qu'il avait besoin de réfléchir. Plus tard dans la soirée, Jessica m'a appelé. Elle m'a demandé ce que je savais du mensonge de Rowan et depuis quand je le savais. Je lui ai dit la vérité sur mes soupçons et sur ce que j'avais fait pour les vérifier. Elle m'a raccroché au nez et m'a bloqué sur mon téléphone et les réseaux sociaux. C'était il y a 5 jours. Mon père dit que Rowan a accepté le poste à l'accueil, mais qu'il n'a pas encore démissionné de son travail actuel. Selon mon père, Rowan a admis qu'il avait maintenu ce mensonge parce qu'il se sentait inadéquat face à Jessica, qui a un diplôme de pharmacie et gagne bien sa vie. Rowan a dit qu'il ne contribuait qu'à environ 25% des dépenses du foyer et qu'il se sentait mal par rapport à ça. Il voulait pouvoir subvenir correctement à ses besoins. Je vérifie sans arrêt si Jessica m'a débloqué, mais non. D'après mon expérience, je sais que ma sœur a besoin d'espace quand elle est en colère. Elle finira probablement par me débloquer, mais pour l'instant elle est en train de digérer beaucoup de choses. Mon père ne semble pas en vouloir à Rowan. Il m'a dit qu'il appréciait mon avertissement,
mais qu'il voulait quand même donner une chance à Rowan à l'accueil, parce qu'il veut qu'il soit financièrement stable pour le bien de Jessica. Il s'inquiète de la capacité de Rowan à la soutenir s'il arrivait quoi que ce soit à son emploi à elle. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis contente que la vérité ait éclaté et que Rowan ne soigne pas des patients sans formation. Mais je me demande sur quoi d'autre il a pu mentir. Il semblait sincèrement désolé quand il a avoué à mon père, mais un mensonge de cette ampleur qui a duré des années me fait douter de sa personnalité. Mon père a toujours été bon juge de caractère, pourtant. Il avait probablement ses propres soupçons, mais voulait une confirmation. Et c'est son entreprise. Donc, s'il veut donner une autre chance à Rowan à un poste où il ne peut pas faire de mal, c'est son choix. Jessica n'a aucune envie de travailler à la clinique familiale, elle préfère le milieu hospitalier. Et mon rôle est à temps partiel et surtout administratif. Au moins, l'aspect professionnel n'affecte pas directement nos relations à toutes les deux. Pour l'instant, j'attends de voir la suite. J'espère que Jessica ne me détestera pas pour toujours pour avoir dévoilé tout ça, mais je ne pouvais pas non plus laisser mon père embaucher quelqu'un de non qualifié pour un poste médical qui pourrait mettre des patients en danger. Mise à jour 1. Cela fait 3 semaines depuis mon dernier message et il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, merci à tous ceux qui ont répondu à mon premier post. Vos commentaires m'ont aidé à réaliser que j'avais fait la bonne chose, même si les conséquences ont été difficiles. Jessica ne m'a toujours pas débloqué. C'est la plus longue période sans nous parler depuis notre grosse dispute à la fac il y a 7 ans. À l'époque, elle ne m'avait pas parlé pendant presque un mois après que j'ai accidentellement abîmé son ordinateur portable en renversant du café dessus juste avant ses examens finaux. Mais nous nous étions réconciliés quand j'avais économisé assez pour lui en racheter un neuf. Cette fois, je ne sais pas ce qu'il faudra pour qu'elle me pardonne. J'ai croisé notre cousine Jane au supermarché le week-end dernier. Jane m'a dit qu'elle avait dîné avec Jessica et Rowan récemment. Selon elle, Jessica traverse une période difficile mais n'a partagé aucun détail. Jane m'a demandé si je savais ce qui se passait, mais j'ai gardé l'affaire privée. J'ai simplement dit que Jessica et moi avions eu un désaccord et que je lui laissais de l'espace. Je ne voulais pas étaler les problèmes de Rowan devant toute la famille. Pendant ce temps, Rowan a commencé à travailler à l'accueil de notre clinique il y a 2 semaines. Mon père m'a chargé de le former puisque je connais le logiciel de planification et les procédures de facturation. J'appréhendais beaucoup, mais contre toute attente, la formation s'est bien passée. Rowan était poli mais distant, ce qui était sans doute préférable. Nous nous en sommes tenus au sujet professionnel et n'avons mentionné ni Jessica ni l'histoire du diplôme. Lors de son 3e jour, quelque chose d'inattendu est arrivé. Un patient est arrivé en faisant une réaction allergique à un nouveau médicament. Pendant que j'appelais le médecin, Rowan a calmement installé le patient, a vérifié ses constantes avec notre machine automatique et lui a fait remplir le formulaire de réaction allergique. Il a très bien géré la situation et le médecin a plus tard souligné sa réactivité. Pendant la pause déjeuner ce jour-là, Rowan m'a demandé maladroitement si nous pouvions parler. Nous sommes sortis à la table de pique-nique derrière la clinique. Il m'a expliqué que pendant son court passage en école de médecine, il avait suivi une formation de base en secours d'urgence. Au moins, cette partie-là n'était pas un mensonge. Puis il s'est excusé directement auprès de moi pour la première fois. Il a admis que son mensonge lui avait échappé et qu'il n'avait jamais voulu que ça aille si loin. Il a dit qu'il essayait d'arranger les choses avec Jessica, mais qu'elle avait du mal à lui faire confiance maintenant. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas simplement retourné à l'école, quand il avait réalisé qu'il voulait une carrière médicale. Il m'a expliqué que son père avait une crise cardiaque pendant son premier semestre à Central State et qu'il avait dû abandonner pour aider dans l'entreprise familiale. Le temps que les choses se stabilisent, il avait perdu sa bourse. Il avait réessayé à l'Eastern Medical l'année suivante, mais n'avait pas réussi à concilier un travail à plein temps pour payer les frais de scolarité et la charge de travail exigeante.
Au lieu d'admettre son échec, il avait commencé à dire qu'il avait terminé le programme. Le mensonge le valorisait à ses propres yeux. Je ne lui ai pas dit que je lui pardonnais, mais j'ai dit que j'appréciais ses explications et ses excuses. J'ai aussi mentionné que le poste à l'accueil pourrait être un tremplin s'il souhaitait sérieusement obtenir un vrai diplôme plus tard. Il a hoché la tête et a dit qu'il commençait à se renseigner sur les cours du soir au collège communautaire. Cette conversation m'a fait voir Rowan sous un jour légèrement différent. Ses actes étaient toujours condamnables, mais je comprenais mieux l'insécurité et la honte qui l'avaient poussé à mentir. On fait parfois de mauvais choix quand on essaie d'impressionner les autres ou d'être à la hauteur des attentes. La semaine dernière, mon père m'a prise à part après le travail pour me montrer quelque chose sur son téléphone. C'était un SMS de Jessica. Elle demandait à mon père s'il pensait qu'elle devrait rompre avec Rowan. Mon père avait répondu qu'il ne pouvait pas prendre cette décision à sa place, mais que les gens méritaient une seconde chance s'ils essayaient sincèrement de changer. Il m'a dit qu'il m'avait transféré son message pour que je sache qu'elle envisageait au moins de mettre fin à la relation. Je ne savais pas trop quoi en penser. Une partie de moi pensait que Jessica devrait rompre. Commencer une relation sur un mensonge aussi important et problématique. Mais une autre partie voyait bien que Rowan essayait de faire amende honorable et d'être honnête maintenant. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était Jessica qui utilisait son téléphone professionnel. Le message était bref. Est-ce que c'est toi qui as dit à papa de donner un job à Rowan parce que tu te sentais coupable de l'avoir dénoncé? J'ai répondu honnêtement que c'était l'idée de papa, pas la mienne. Elle n'a pas répondu. Hier, il y a eu un incident à la clinique qui a encore compliqué les choses. Une de nos patientes régulières, Madame Peterson, est venue et a reconnu Rowan de l'hôpital. Elle lui a demandé bruyamment: « Vous ne travailliez pas comme assistant médical au mémorial l'année dernière? Qu'est-ce que vous faites à l'accueil ici ?» Plusieurs patients dans la salle d'attente ont levé les yeux, curieux. Rowan est devenu rouge, mais a expliqué calmement qu'il avait travaillé dans l'administration au mémorial, pas comme assistant, et qu'il avait rejoint notre clinique récemment. Madame Peterson a semblé confuse, mais a accepté l'explication. Une fois la salle d'attente vidée, j'ai questionné Rowan. Il a avoué avoir travaillé au département des archives du Memorial Hospital pendant 8 mois, mais avoir dit à certaines personnes qu'il était un étudiant assistant médical faisant un stage administratif. C'était encore une autre couche de mensonge. J'en ai parlé à mon père qui a poussé un grand soupir. Il a dit qu'il parlerait à Rowan pour qu'il soit totalement honnête avec tout le monde désormais, même si cela impliquait d'admettre ses mensonges passés. Il a aussi ajouté que malgré ce problème, Rowan faisait du bon travail. Les patients l'aimaient, il apprenait vite et n'avait fait aucune erreur majeure. Ce matin, je suis arrivée au travail et j'ai trouvé une carte cadeau pour mon café préféré sur mon bureau, avec un mot de Rowan me remerciant pour la formation et pour avoir été correcte malgré tout. J'ai mis la carte dans mon sac, mais je ne me sentais pas très à l'aise. Essayait-il d'acheter ma sympathie ou exprimait-il une réelle gratitude? Le développement le plus surprenant est arrivé cet après-midi. Mon père m'a informé que Jessica l'avait appelé pour lui demander si elle pouvait nous rencontrer tous les deux ce week-end pour parler de la situation de Rowan. Mon père a suggéré un brunch dimanche chez lui et m'a demandé d'être présente. J'ai accepté immédiatement, espérant que cela signifie que Jessica est prête à me reparler. Je suis nerveuse à l'idée de cette réunion. Je ne sais pas si Jessica veut se réconcilier ou si elle va me confronter pour m'être mêlée de son couple. Je ne sais pas si elle compte rester avec lui ou le quitter. Je ne sais même pas si Rowan est au courant de cette réunion. Tout ce que je sais, c'est que la situation est devenue plus complexe que prévu et que je suis coincée au milieu. Je suis toujours convaincue d'avoir bien fait d'empêcher une personne non qualifiée de prodiguer des soins, mais le prix personnel à payer est élevé. Mise à jour 2. 2 semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour.
Le brunch dominical avec Jessica et mon père a eu lieu comme prévu, et c'était pour le moins intense. Je suis arrivée chez mon père tôt pour l'aider à préparer. Il semblait anormalement silencieux pendant que nous mettions la table. Quand je lui ai demandé s'il allait bien, il a juste dit qu'il s'inquiétait de la tournure que prendrait la conversation avec Jessica. Jessica est arrivée pile à l'heure, ce qui est typique chez elle. Elle avait l'air fatiguée, avec des cernes sous les yeux. Quand elle m'a vue, elle a fait un signe de tête raide, mais pas d'embrassade ni de salut. Nous nous sommes assis et il y a eu un silence gênant pendant plusieurs minutes. Enfin, mon père a brisé la glace en demandant à Jessica comment se passait son travail. Elle a répondu par des phrases courtes. Puis elle a posé sa fourchette et nous a regardés. Jessica a expliqué qu'elle avait demandé cette réunion parce qu'elle avait besoin de comprendre exactement ce qui s'était passé lors de la vérification des diplômes de Rowan. Elle voulait nous entendre tous les deux dans la même pièce pour éviter tout malentendu. Mon père m'a laissé parler en premier. J'ai retracé mes soupçons, les incohérences remarquées et ma décision de vérifier les diplômes quand j'ai appris que mon père comptait l'embaucher. J'ai insisté sur le fait que ma priorité était la sécurité des patients et la réputation de la clinique. J'ai admis que j'aurais dû lui parler de mes doutes avant d'agir, et je me suis excusée pour cela. Jessica a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle s'est tournée vers mon père pour avoir sa version. Il a confirmé mes dires et a ajouté qu'il m'était reconnaissant d'avoir soulevé le problème avant qu'il n'embauche Rowan à un poste pour lequel il n'était pas qualifié. Ensuite, Jessica nous a donné sa version des faits. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée que Rowan n'avait pas le diplôme qu'il prétendait avoir. En 3 ans de relation, elle ne s'était jamais posé de questions car il semblait bien connaître les sujets médicaux et utilisait la bonne terminologie. Elle pensait qu'il était entre 2 emplois médicaux par choix et qu'il travaillait dans la vente temporairement. Elle se sentait humiliée que tout le monde ait su la vérité avant elle. Le plus surprenant, c'est qu'elle a révélé que ce n'était pas la première fois que Rowan lui mentait. Apparemment, il lui avait dit qu'il avait payé sa voiture intégralement, mais elle avait découvert récemment qu'il payait encore des mensualités depuis le début de leur relation. Il avait aussi prétendu avoir remboursé ses prêts étudiants, pour le diplôme qu'il n'a jamais eu, mais elle avait trouvé des avis de retard dans leur courrier. C'étaient des mensonges plus petits, mais ils formaient un schéma répétitif. Mon père lui a demandé si elle comptait rompre. Jessica a répondu qu'elle n'avait pas encore décidé. Elle avait suggéré une thérapie de couple, et Rowan avait accepté. Ils avaient eu leur première séance la semaine dernière. Elle a aussi ajouté qu'elle appréciait que mon père ait donné un travail à Rowan à la clinique, car cela montrait qu'il était prêt à lui donner une chance de prouver sa valeur malgré les mensonges. Puis elle s'est tournée vers moi, et a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle m'a dit que bien qu'elle soit en colère contre la façon dont j'avais géré les choses, elle comprenait pourquoi je l'avais fait. Elle a admis qu'elle aurait probablement fait la même chose à ma place. Elle se sentait toujours trahie par mon action dans son dos, mais elle ne voulait pas perdre sa relation avec moi pour ça. Nous avons discuté pendant encore 1 heure, mettant au clair d'autres petites rancœurs accumulées au fil des ans. À la fin du brunch, nous n'étions pas encore redevenus comme avant, mais elle m'a serré dans ses bras avant de partir et m'a débloqué devant moi. La semaine suivante à la clinique a été calme. Rowan continuait de bien travailler à l'accueil et nous maintenions une relation professionnelle. Il a mentionné que Jessica et lui travaillaient sur leur couple en thérapie et il semblait optimiste. Puis hier, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Mon père m'a appelé dans son bureau pendant la pause déjeuner. Il avait l'air inquiet et m'a montré un email sur son ordinateur. C'était une réponse du département RH du Memorial Hospital à une vérification de référence que mon père avait envoyée sur Rowan. L'email stipulait que bien que Rowan ait effectivement travaillé dans leur département des archives, il avait été licencié pour violation de la politique de confidentialité de l'hôpital et pour fausse déclaration. Mon père ne m'avait pas dit qu'il faisait cette vérification d'antécédents. Il a expliqué qu'après tout ce qui s'était passé,
Il voulait aussi vérifier le parcours professionnel de Rowan. Il avait d'abord appelé, mais la personne des RH avait insisté pour répondre par email. Nous savions désormais que Rowan avait été renvoyé du mémorial, et qu'il n'était pas parti de lui-même comme il avait prétendu. Mon père m'a demandé mon avis. J'ai suggéré qu'il en parle directement à Rowan avant de prendre une décision. Rowan travaillait bien à la clinique, et cela concernait son comportement passé, pas ses performances actuelles. Mon père a accepté et a convoqué Rowan plus tard dans la journée. Je n'étais pas là pour leur conversation, mais mon père m'a raconté ensuite. Apparemment, Rowan a avoué avoir été licencié parce qu'il avait consulté des dossiers de patients sans autorisation et qu'il avait dit à des collègues qu'il était étudiant PA pour accéder à des zones cliniques. Quand il a été pris, l'hôpital l'a renvoyé immédiatement. Cette révélation plaçait mon père dans une position délicate. D'un côté, Rowan avait été honnête une fois confronté et faisait du bon travail actuellement. D'un autre côté, c'était un autre manquement grave à la confiance impliquant des violations de confidentialité, ce qui est très sérieux dans le milieu de la santé. Mon père a décidé de donner une dernière chance à Rowan sous des conditions strictes. Premièrement, Rowan serait en période probatoire pendant 6 mois avec des évaluations régulières. Deuxièmement, son accès informatique serait limité au strict nécessaire pour son poste à l'accueil. Troisièmement, tout nouveau mensonge entraînerait un licenciement immédiat. Rowan a accepté ces termes et a semblé soulagé de ne pas être renvoyé. Hier soir, Jessica m'a appelé pour la première fois depuis le brunch. Elle a demandé si j'étais au courant du renvoi de Rowan du mémorial. J'ai confirmé que je venais de l'apprendre. Elle est restée silencieuse, puis a dit qu'elle venait aussi de l'apprendre par Rowan lui-même. Il était rentré et lui avait tout raconté avant que mon père n'ait eu le temps de l'appeler. Jessica avait l'air épuisée. Elle a dit qu'elle ne savait plus combien de révélations elle pourrait encore supporter. Elle pensait qu'il progressait avec la thérapie, mais c'était un nouveau coup dur. Elle m'a demandé si je pensais que Rowan était un menteur pathologique ou juste quelqu'un qui faisait de mauvais choix par insécurité. Je lui ai dit honnêtement que je n'en savais rien, mais qu'une aide professionnelle serait nécessaire pour le déterminer. Avant de raccrocher, Jessica a mentionné qu'elle s'était inscrite à une conférence de pharmacie dans un autre État le mois prochain et qu'elle comptait profiter de ce temps loin pour réfléchir à sa relation. Elle m'a remercié de l'avoir écoutée. Ce matin, Rowan était silencieux au travail mais professionnel. Je l'ai entendu expliquer notre système de facturation à un patient avec beaucoup de patience et de clarté. Il est doué avec les gens, ce qui rend la situation encore plus complexe. S'il avait été honnête dès le début, il aurait pu bâtir une carrière légitime dans l'administration de santé sans avoir besoin de mentir. Je ne sais toujours pas comment tout cela va finir. Ma sœur hésite à rester. Mon père prend un risque en gardant Rowan. Et moi, je suis au milieu, à travailler avec quelqu'un qui a un lourd passé de mensonges tout en essayant de reconstruire ma relation avec ma sœur. Une chose est sûre, le tissu de mensonges créé par Rowan nous a tous touchés d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper. Mise à jour 3. J'ai pensé qu'il était temps de partager comment les choses se sont terminées avec Rowan et ma famille, car cela fait maintenant 6 mois depuis ma dernière mise à jour. Après la découverte du licenciement de Rowan au Memorial Hospital, la situation est restée tendue mais stable pendant environ 1 mois. Rowan a continué à travailler à l'accueil sous les conditions strictes fixées par mon père. Il semblait faire des efforts, il arrivait tôt, restait tard si nécessaire et gérait bien les interactions avec les patients. Ma sœur Jessica et Rowan ont poursuivi leur séance de thérapie, et Jessica et moi avons recommencé à nous envoyer des SMS régulièrement, reconstruisant lentement notre relation. Puis est arrivée la conférence de pharmacie de Jessica. Elle est partie pendant 5 jours, et elle avait mentionné vouloir utiliser ce temps pour réfléchir à son couple. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'elle avait pris sa décision dès le 3e jour. Jessica m'a appelé de sa chambre d'hôtel un soir.
Elle avait passé son temps libre à la conférence, à discuter avec des collègues et à assister à un atelier sur l'éthique professionnelle. Quelque chose avait fait tilt en elle pendant une session sur l'intégrité dans le domaine de la santé. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer une relation où la confiance avait été si fondamentalement brisée. Elle m'a dit qu'elle allait rompre avec Rowan à son retour. J'ai soutenu sa décision, mais je l'ai prévenu que cela risquait de créer une situation gênante à la clinique puisque Rowan y travaillait toujours. Jessica a dit qu'elle y avait pensé et m'a demandé d'être présente quand elle en parlerait à notre père. J'ai accepté immédiatement. Le lendemain du retour de Jessica, nous nous sommes retrouvés chez mon père. Jessica a expliqué sa décision de rompre. Mon père s'est montré compréhensif et l'a assuré que cela n'affecterait pas l'emploi de Rowan, tant que celui-ci restait professionnel. Il nous a rappelé que nous devions maintenir des limites entre le personnel et le professionnel. Ce qui s'est passé ensuite était inattendu. Jessica avait déjà rompu avec Rowan l'après-midi même avant de venir chez notre père. Rowan ne l'avait pas bien pris. Elle nous a montré le flux de SMS qu'il lui avait envoyé ensuite, alternant entre supplications, accusations, disant qu'elle ne l'avait jamais vraiment aimé, et prétendant qu'il changerait de travail pour qu'il n'ait plus à se voir. Les messages étaient inquiétants par leur intensité. Tôt le lendemain matin, mon père a reçu un email de Rowan disant qu'il démissionnait avec effet immédiat. Il prétendait ne pas pouvoir travailler à la clinique en sachant qu'il pourrait croiser Jessica, même si elle n'y travaillait pas et n'y venait presque jamais. Il a aussi demandé que son dernier salaire soit envoyé à une nouvelle adresse, laissant entendre qu'il avait déjà quitté l'appartement qu'il partageait avec Jessica. Mon père a accepté sa démission sans poser de questions et a organisé le paiement final. Nous pensions que ce serait la fin de l'histoire, mais nous nous trompions. Environ 2 semaines plus tard, une patiente est venue et a mentionné qu'elle avait été dirigée vers une nouvelle clinique à l'autre bout de la ville par ce gentil jeune assistant médical qui travaillait à votre accueil. Mon père et moi avons échangé des regards alarmés. Nous avons fait quelques vérifications et découvert que Rowan avait été embauché dans une clinique concurrente. Nous ne savions pas quel poste il occupait, mais nous craignions qu'il ne mente encore sur ses qualifications. Mon père faisait face à un dilemme éthique difficile. D'un côté, il ne voulait pas paraître vindicatif. De l'autre, si Rowan se faisait passer pour un PA sans diplôme, les patients étaient en danger. Après mûre réflexion, mon père a décidé de contacter le propriétaire de l'autre clinique, le docteur Martinez, un confrère qu'il connaissait depuis des années. Papa a expliqué la situation avec prudence, soulignant que Rowan était compétent pour les tâches administratives, mais qu'il n'avait pas les diplômes médicaux qu'il prétendait parfois avoir. Le docteur Martinez lui a été reconnaissant de l'information et a promis de vérifier. Une semaine plus tard, il a rappelé pour remercier mon père. Rowan s'était effectivement présenté comme ayant une formation médicale lors de son entretien, bien qu'il n'ait pas spécifiquement affirmé avoir le diplôme. Le docteur Martinez l'avait déplacé d'un rôle de soins à un poste purement administratif après avoir vérifié son absence de qualification. Pendant ce temps, Jessica gérait les suites de sa rupture. Elle a découvert que Rowan avait pris plusieurs objets de leur appartement qui lui appartenaient, notamment une tablette coûteuse et des bijoux que sa grand-mère lui avait donnés. Elle a déposé une plainte à la police, mais a décidé de ne pas aller plus loin quand la mère de Rowan l'a contactée pour lui proposer de lui rendre les objets. Apparemment, Rowan les avait emportés chez ses parents, où il logeait temporairement. À travers tout cela, Jessica et moi nous sommes encore rapprochés. Nous avons recommencé nos dîners hebdomadaires. Lors d'un de ces dîners, elle a avoué qu'il y avait des signaux d'alarme qu'elle avait ignorés dès le début. Elle avait été tellement impressionnée par son apparente connaissance médicale et son charme qu'elle avait fermé les yeux sur les incohérences. Elle m'a remercié d'avoir eu le courage de mener l'enquête quand j'avais remarqué que quelque chose n'allait pas. Quant à la clinique, mon père a dû se démener pour remplacer Rowan à l'accueil. Pendant 2 semaines, j'ai fait des heures supplémentaires pour combler le vide.
Puis mon père m'a fait une surprise. Il m'a demandé si j'accepterais de devenir la directrice du cabinet. Le poste consistait à superviser le personnel d'accueil, gérer le planning et les assurances. En gros, officialiser et étendre ce que je faisais déjà à temps partiel. J'ai accepté, et ces derniers mois, j'ai travaillé à améliorer nos procédures. L'une de mes premières actions a été de mettre en place un processus de vérification rigoureux pour toutes les nouvelles recrues, incluant les diplômes et les antécédents professionnels. Mon père a plaisanté en disant que je fermais la porte de l'écurie après que le cheval s'est sauvé, mais il a approuvé les changements. Le mois dernier, nous avons appris par le milieu médical que Rowan avait déménagé dans un autre État. Selon un ancien collègue resté ami avec lui sur les réseaux sociaux, il travaille désormais dans la vente pharmaceutique, un métier qui valorise ses capacités relationnelles mais n'exige pas les diplômes médicaux qui l'usurpaient. Jessica a peu à peu retrouvé son état normal. Elle a recommencé à fréquenter des gens récemment, rien de sérieux pour l'instant, mais elle semble plus heureuse. Elle envisage aussi une promotion à l'hôpital qui lui donnerait plus de responsabilités dans le département de pharmacie. Mon père et moi sommes devenus plus proches après cette épreuve. Il a admis qu'il aurait dû être plus prudent avant de proposer le poste de PA à Rowan. Il a mis en œuvre plusieurs de mes suggestions pour la clinique et les affaires marchent mieux que jamais. Nous avançons même sur le projet de la deuxième clinique, bien que plus prudemment qu'avant. En repensant à tout ce qui s'est passé, je reste convaincu d'avoir fait le bon choix en enquêtant sur mes doutes. Certes, cela a causé des tensions temporaires avec Jessica, mais l'alternative, avoir une personne non qualifiée prodiguant des soins médicaux, aurait pu avoir des conséquences graves. Parfois, faire ce qui est juste n'est pas facile, mais c'est quand même la chose à faire. Cette expérience m'a appris que la confiance doit être vérifiée, surtout quand la santé et la sécurité des gens sont en jeu. Elle m'a aussi montré que les liens familiaux peuvent résister à des vérités difficiles s'il y a un socle d'amour et de respect. Cette situation est enfin derrière nous, et notre famille est plus forte pour l'avoir surmontée ensemble. Je suis reconnaissante qu'aucun patient n'ait été lésé par la tromperie de Rowan et que ma sœur, tout comme notre entreprise, soit sortie intacte de cette période difficile.